Par la police, 21 inculpations dans l'entourage d'un des principaux caïds de la pègre marseillaise. Fin de la semaine consacrée aux personnes âgées avec un enseignement en forme de leitmotiv, la solitude et l'indifférence. Explosion dans un sous-marin français au large du port de Sète, il y a 2 morts et 5 blessés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des manifestants par centaines de milliers en Allemagne et en Grande-Bretagne. D'autres, un peu moins nombreux, en Suède, en Italie, en Belgique et aussi en France. C'était aujourd'hui le point culminant de la semaine d'action des mouvements pacifistes européens. Le but de ces manifestations, protester contre l'installation des euromissiles américains en Europe. Le film des événements avec Bruno Albin et nos correspondants en Allemagne et en Italie. 200 000 personnes pour une chaîne humaine de 108 km entre Neu-Ulm, l'endroit où doivent arriver les premières Pershing 2 début décembre, et Stuttgart, où quelques 200 000 pacifistes se sont rassemblés. Même chaîne humaine suivie d'une sorte de simulacre de mort à Bonn entre les ambassades des puissances nucléaires. À Bonn, où le rassemblement vedette de la journée a rassemblé quelques 300 000 pacifistes autour notamment de Heinrich Böll, prix Nobel de littérature. À Hambourg, 300 000 pacifistes regroupés également sur la place de l'Hôtel de Ville. Au total, pour tout le pays, environ 1 million d'Allemands dans les rues, surtout des 18-30 ans. Élargissement spectaculaire de l'action pacifiste donc, dans la forme, mais sur le fond aussi, car outre de paix, on a parlé chômage, tiers-monde et racisme. Un samedi allemand assimilable à une énorme kermesse politique, un peu triste et résignée, car même pour les manifestants de la paix d'aujourd'hui, la mise en place des Pershing contre les SS-20 soviétiques déjà installés semble inéluctable. L'événement du jour, c'est pourtant l'irruption de Willy Brandt, le président du Parti social-démocrate, sur la scène pacifiste. Il a pris la parole à Bonn pour refuser les Pershing et exiger une poursuite des négociations de Genève. Cette participation est donc le signe avant-coureur du refus de tout réarmement par le plus grand parti d'opposition ouest-allemand. C'est vraiment là l'événement de cet automne. Le grand week-end des pacifistes ne se limite pas à la mobilisation spectaculaire des manifestants allemands. D'autres rassemblements auront lieu demain en Espagne et en Belgique. Ailleurs, en Europe, et dès aujourd'hui, des manifestations se sont déroulées en Grande-Bretagne. Ici, c'est à Londres. Les adversaires de l'installation des missiles américains se sont donné rendez-vous sur les bords de la Tamise. Autre rassemblement à Vienne, où les pacifistes autrichiens ont eu recours à tous les symboles pour tenter d'illustrer ce qui leur apparaît comme le jeu des grandes puissances, un jeu dont le monde est l'objet. Défilés et manifestations en Suède également, la Suède, pays neutre et qui ne sera donc pas appelé à jouer le rôle de pays d'accueil pour les euromissiles, a néanmoins connu une journée de mobilisation pacifiste. Enfin, l'Italie, elle devra installer des missiles de croisière en Sicile si les négociations américano-soviétiques de Genève n'aboutissent pas avant la fin de l'année. Des drapeaux rouges, des slogans du genre « l'Italie doit quitter l'OTAN », des milliers et des milliers de militants des fédérations communistes de toute l'Italie. En fait, cette marche pour la paix, c'était une manifestation de masse organisée par le Parti communiste italien. Et d'ailleurs, c'est parce que le mouvement pacifiste est monopolisé par le Parti communiste qu'il n'a jamais réussi à s'implanter véritablement en Italie. Les vrais pacifistes, disons apolitiques, se méfient. Quelques associations catholiques étaient représentées, mais complètement noyées dans cette masse de 300 à 500 000 militants du PCI. L'église officielle, celle de Jean-Paul II, se tient à l'écart, ce qui est une autre explication de l'échec du mouvement pacifiste en Italie. Disons aussi que le gouvernement et le Parlement ont toujours ignoré ce mouvement pacifiste. Résultat, l'Italie a été le premier pays européen à accepter le principe de l'installation de missiles américains sur son territoire. Les 112 missiles de croisière affectés à l'Italie seront disposés autour de la petite ville sicilienne de Comiso, et uniquement à Comiso. Les travaux progressent malgré les interventions sporadiques des pacifistes sur place. Et dans l'immédiat, ce qui inquiète les autorités, ce n'est pas une riposte éventuelle des soviétiques, mais plutôt les appétits de la mafia sicilienne. La mafia ne peut pas ignorer la mise en valeur de cette partie de la Sicile. Reste la France avec la première des 2 manifestations organisées ce week-end à Paris. Aujourd'hui, à l'appel du mouvement de la paix proche du Parti communiste, un défilé de la place Jean Jaurès à la rue de la Paix.
Sous la banderole du mouvement de la paix, en tête du cortège, Michel Langignon, leader du mouvement, le comédien Claude Pieplu, l'amiral Sanguinetti, Jean Colpin du bureau politique du Parti communiste et Henri Krasucki de la CGT. Une manifestation plutôt bon enfant, son slogan, mais fleurie de banderoles en faveur du désarmement nucléaire, mais qui montre également que le gros des forces est représenté par le PC et la CGT. Beaucoup de monde, mais une manifestation qui n'a guère connu l'ampleur du rassemblement du 19 juin dernier. Il faut les réduire tous, à l'est comme à l'ouest. Il faut en détruire un maximum, si c'est pas ça, un maximum d'armes nucléaires, d'armements nucléaires, parce qu'il y a les missiles et il y a aussi d'autres armements nucléaires. Il faut en détruire un maximum. Il y a de quoi faire sauter plusieurs fois la planète et de détruire à coup sûr l'Europe. Le plus sage, c'est d'en réduire et non pas d'en rajouter de quelque côté que ce soit. Demain, c'est au tour du CODEN, le comité pour le désarmement nucléaire en Europe, de manifester dans Paris en compagnie de la CFDT. Voilà, et pour être tout à fait complet sur ce dossier, vous devez encore savoir que d'autres manifestations ont eu lieu, mais aux États-Unis. Il doit y en avoir 200 tout au long de ce week-end, et à New York, 2000 personnes ont formé hier soir une chaîne humaine entre les missions américaines et britanniques. Enfin, selon le journal britannique Le Guardian, les premiers euromissiles devraient arriver en Grande-Bretagne au tout début du mois de novembre. Leur installation serait en revanche un peu retardée en Italie, c'est ce qu'a indiqué le président du Conseil italien, M. Bettino Craxi. Alors avec vous, Georges Bortelli, peut-être une première synthèse de cette journée et tout de suite une question, comment expliquer le fossé qui sépare les opinions publiques européennes, plutôt hostiles aux euromissiles, on l'a vu dans les sondages, et les gouvernements qui y sont favorables? Autrement dit, pourquoi M. Kohl, Mme Thatcher, M. Craxi en Italie prennent-ils le risque politique de s'opposer à une fraction importante de leur opinion publique, et même une fraction majoritaire, en tout cas en République fédérale allemande et peut-être aussi en Grande-Bretagne? Pourquoi prennent-ils ce risque de dire oui, nous voulons de nouveaux missiles américains dans nos pays? Pourquoi de son côté M. Mitterrand a-t-il pris l'initiative de leur apporter son soutien? Eh bien, c'est au nom d'une idée simple qui est celle de l'équilibre des forces en Europe. Quand je dis équilibre, il ne s'agit pas d'un équilibre rigoureusement numérique. Il n'est pas question de mettre une Pershing 2 en face d'une SS-20. On sait même déjà qu'il y aura moins de Pershing 2 que de SS-20. Il s'agit, si vous voulez, de rester crédible dans la dissuasion en pouvant opposer à une certaine forme, à une certaine nature de menace, une contre-menace de même nature. Autrement dit, puisqu'il existe des SS-20 qui, tirés du sol de la Russie d'Europe, peuvent atteindre l'Europe de l'Ouest avec une précision très grande, les Américains auront des SS-20 qui, tirés également du sol de l'Europe, pourront atteindre le sol de la Russie, d'Europe, avec la même précision. C'est, si vous voulez, le même type d'arme, la même menace, c'est l'équilibre de la dissuasion. Et si cet équilibre n'était pas rétabli, eh bien, les dirigeants de l'Europe de l'Ouest pensent qu'il n'y aurait plus qu'une seule puissance réelle en Europe, et que cette puissance, ce serait bien entendu l'URSS. Et nous aurons l'occasion de reparler de ces euromissiles lundi soir lors d'une édition spéciale de ce journal de 20h. Mais pour l'instant, nous allons à Marseille, où l'enquête se poursuit après l'inculpation d'une vingtaine de proches de Gaëtan Zampa, l'un des grands noms du milieu marseillais. Un mandat d'arrêt a d'ailleurs été lancé hier soir contre Gaëtan Zampa. Mais c'est la forme même de l'enquête qui est intéressante ce soir, puisque la police a choisi d'attaquer le milieu à travers sa comptabilité et toutes les fraudes fiscales qu'on peut y trouver. Il y a un précédent extrêmement célèbre à ce type d'enquête, puisque c'est de cette façon que le chef du gang américain, Al Capone, avait été arrêté puis inculpé par la police américaine. Et en France comme aux États-Unis, à cette époque, cette affaire s'inscrit sur fond de guerre des gangs. Marcel Tria. 15 morts en 6 mois entre Nice et Marseille. 15 morts pour un empire, celui de la nuit, celui des discothèques où les truands ont l'habitude de blanchir l'argent gagné ailleurs, dans le racket, le proxénétisme ou le trafic de drogue. Parmi les victimes, Gilbert O'Haraud, dit le Libanais, jeune étoile montante de la pègre marseillaise, propriétaire de 10 établissements nocturnes, assassiné le 6 octobre dernier, ici sur la Canebière, en plein centre-ville. C'est cette série de meurtres qui a décidé les policiers et les magistrats à frapper un grand coup. Pour eux, en effet, c'est une certitude, les crimes sont pour la plupart signés Zampa. Gaëtan Zampa, 50 ans, c'est l'insaisissable parrain de la pègre marseillaise, l'héritier des Guérini, jamais pris la main dans le sac. Pourtant, son nom a été chuchoté à chacune des grandes affaires de la région. En juillet 1976, par exemple, ces spécialistes auraient prêté la main à Albert Spaggiari dans l'exécution du casse du siècle à l'agence de Nice de la Société Générale.
Le 3 octobre 1978 à Marseille, 4 hommes font irruption dans un bar, le téléphone et ouvrent le feu sur les consommateurs. 9 blessés sont achevés d'une balle dans la nuque. Zampa aurait commandité le massacre. 21 octobre 1981, à midi, le juge Pierre Michel rentre chez lui en moto. 2 motards le coincent contre le trottoir, l'abattent et disparaissent. Une fois de plus, les pistes semblent conduire à Gaëtan Zampa. Mais elles sont si habilement brouillées que les enquêteurs, une fois de plus, ne parviennent pas à le coincer. Alors la décision est prise de frapper l'insaisissable caïd au point sensible, la caisse. Mercredi à l'aube, c'est la rafle dans une trentaine de discothèques, toutes contrôlées par le clan Zampa. On passe les comptes au crible et à chaque anomalie, on inculpe. Bilan de l'opération, 21 inculpations, 11 personnes écrouées, dont la femme de Zampa, Christiane, gérante du Krypton près d'Aix-en-Provence, et son avocat conseil, maître Dutheil. Un mandat international est lancé contre Zampa lui-même, toujours réfugié en Italie, près de ses amis de la mafia. La plupart des établissements concernés seront sans doute bouclés. C'est tout un empire qui s'écroule. Une réaction du ministre de l'Intérieur, M. Defer, a félicité la police et la justice pour cette opération. Nous avons démontré qu'il était possible de le faire, a ajouté M. Defer, en insistant sur les exemples réalisés à l'étranger. En Corse, pour la deuxième fois en une semaine, les policiers ont saisi hier soir à Ajaccio plus de 100 kilos d'explosifs qui étaient entreposés dans un garage. Les policiers ont toutefois précisé que cette découverte n'avait aucun lien avec celle effectuée vendredi dernier à Bastia. Ils avaient alors saisi un véritable arsenal et déjà une très grosse quantité d'explosifs. 2 morts et 5 blessés, c'est le bilan d'un accident survenu ce matin à bord d'un sous-marin au large du port de Sète. Il s'agit d'un sous-marin classique et l'accident s'est produit dans le compartiment des batteries. Michel Perrault. L'explosion s'est produite à bord du sous-marin à propulsion classique Doris, un bâtiment qui fait partie de l'escadre de la Méditerranée. L'accident est intervenu à 4 heures ce matin, alors que le submersible se trouvait à 3000 environ au large de Sète. Cet accident est arrivé lorsque le sous-marin Doris se présentait devant le port de Sète. Il devait venir en escale pendant 3 jours à Sète et il était donc en surface, après une série d'exercices qu'il avait effectués au large de Toulon. En surface, et il y a eu une explosion dans la batterie de ce sous-marin qui a fait un certain nombre de dégâts matériels à bord, tuant 2 personnes, comme je crois vous le savez déjà, et en blessant 7 autres. Voilà, le sous-marin par la suite a pu réparer un certain nombre de ses avaries. Il a rallié le port de Sète de façon autonome, c'est-à-dire sur sa propulsion. Au port de Sète, on l'a aidé à s'accoster avec un certain nombre de remorqueurs et on a pris en charge les blessés dès que le sous-marin est arrivé. Le bilan définitif est en fait de 2 morts et de 5 blessés seulement, nous l'avons appris tout à l'heure. À l'Assemblée nationale, les députés se sont mis d'accord sur ce que l'on appelle les recettes de poche, ce qui inclut entre autres la TVA. Parmi les principales mesures votées, il y a l'augmentation de cette TVA sur les recettes que font les organisateurs de la Loterie nationale, du Loto et du PMU. Cela ne touche donc pas les habitués de ces jeux. Augmentation également de la taxe sur les contrats d'assurance automobile et les impôts sur les grosses successions. Le détail des autres mesures avec Laurence Auervin. Les députés ont décidé d'augmenter la TVA sur la location de courte durée des véhicules automobiles. Elle passera de 18,6% à 33,33%. Une mesure qui ne réjouit pas les loueurs de voitures. Eh bien, c'est une très mauvaise nouvelle. Cela veut dire en fait une augmentation de nos tarifs de 12,42%. En d'autres termes, une augmentation de 100 francs sur une location moyenne de 800 francs. Cela veut dire également que les entreprises, qui sont nos clientes dans 80% des cas, vont devoir supporter des charges supplémentaires puisque cette TVA n'est pas récupérable. Ça veut dire également que les touristes américains, qui sont une partie non négligeable de notre clientèle, vont probablement décider d'aller choisir comme aéroport d'arrivée Francfort ou Bruxelles, et qu'ils échapperont à nos transporteurs aériens, qu'ils échapperont à devises ou rentrées de devises à l'intérieur du pays. Et nous sommes surpris que les pouvoirs publics qui nous demandent de participer à la lutte contre l'inflation en encadrant nos tarifs et en nous autorisant des augmentations de l'ordre de 7% l'année précédente, prennent eux-mêmes la responsabilité d'une augmentation de cet ordre qui est très importante. En fait, cette TVA de 33% était déjà appliquée aux locations de plus de 3 mois. On l'étend donc aux locations plus courtes, au nom de l'harmonisation et parce qu'il faut bien trouver de l'argent.
Pour les mêmes raisons, d'autres mesures concernent la vidéo. À l'unanimité et contre l'avis du gouvernement, les députés ont décidé qu'il n'y aurait pas de taxe sur la location de magnétoscopes. En revanche, la TVA sur la location de films sur vidéocassette passera, elle, à 33,33%. Et les vidéocassettes pornographiques seront désormais taxées comme les films classés X qui sont projetés dans les salles. Le responsable d'un vidéoclub. 33% à TVA sur la location, ça nous oblige à augmenter notre prix de 15%. 15%, ça fait la location au moins à 25 francs le film par jour. Donc on va perdre des clients au profit du cinéma. Reste que ces recettes de poche sont indispensables pour faire l'appoint et boucler le budget. Un budget 84 dont les recettes ont été adoptées aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Très grosse manifestation à Nantes et c'est un peu une surprise puisque selon les estimations, ce sont entre 70 000 et 100 000 personnes qui sont descendues cet après-midi dans la rue pour manifester en faveur de la liberté scolaire. Patricia Charnelet. Effectivement, le nombre des manifestants montre bien la capacité de mobilisation des défenseurs de l'école catholique. À ces milliers de parents s'étaient joints de nombreux élus des 5 départements de la région des Pays de Loire. Le but de ce rassemblement, prévu depuis plusieurs semaines, était de soutenir les dirigeants des écoles catholiques qui étudient ce week-end les propositions d'Alain Savary sur l'enseignement privé. Dans l'attente de ces réponses, tous ces manifestants ont donc voulu témoigner de leur inquiétude, renforcée par des problèmes locaux. Certaines communes de Loire-Atlantique refusent toujours de payer à des écoles le forfait communal prévu par la loi. Cette journée démontre en tout cas que sur le terrain, la vigilance reste très vive. C'est le message que les organisateurs ont voulu adresser autant au ministère qu'aux responsables nationaux de l'enseignement catholique. Tous les ans, lorsqu'arrive l'hiver, on reparle des conditions parfois terribles dans lesquelles vivent certaines personnes âgées. La plupart d'entre elles ont été abandonnées par leurs familles et par leurs amis. Une seule issue pour ces personnes du 4e âge, comme on dit pudiquement, c'est l'hospice. Un mot qui fait peur et qui réveille en nous un sentiment diffus de culpabilité. C'est peut-être pour cela que sont organisées depuis 2 jours des opérations portes ouvertes dans ces établissements. Et beaucoup reste à faire dans ce domaine à un moment où les derniers pointages nous apprennent que la population française ne cesse de vieillir. Le reportage de Jean-Marc Dubois et Jérôme Bonny. La France est un pays de vieux. Selon une étude du Conseil économique et social, 1983 marquera un record historique du vieillissement de la population française. Un Français sur 5 a aujourd'hui plus de 65 ans, alors que les moins de 20 ans ne représentent que 29%, le chiffre le plus faible de notre histoire. Mais au moment même où la population française ne cesse de vieillir, ce sont les personnes âgées qui sont les mal-aimées de notre société. C'est en tout cas ce que révèle un rapport confidentiel de l'Inspection générale des affaires sociales sur les conditions d'hébergement dans les hospices. Manque cruel de personnel soignant, abandon de vieillards dans les couloirs, désinvolture avec laquelle ils sont traités, un rapport accablant et qui pourtant révèle une certaine réalité. Une certaine réalité seulement, car il y a en France des endroits où les vieux sont heureux. Comme ici à Grenoble dans une maison collective. 15 pensionnaires y habitent dans des petits appartements, près de leurs amis, près de leurs enfants. Mon fils, tous les jeudis soirs, il vient me voir. Et ma fille, qu'elle habite là, à côté du restaurant, elle vient tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez chez vous, ça n'a pas changé. Oui. Oh, ça n'a pas changé. La même chose que chez nous, parce qu'il y a nos meubles, il y a tout. Voilà. Vous avez reconstitué tout votre intérieur. Toujours, toujours. Les personnes donc ici sont locataires d'HLM dans leur chambre avec leurs meubles. Donc ont déjà la conscience très nette d'être chez elles. Elles payent un loyer au HLM comme d'autres personnes du quartier. Le sentiment d'être chez eux et surtout de ne pas être seul. Les locaux sont communs, les repas sont pris en commun. Mais en même temps, chaque locataire garde son médecin de famille. Les assistantes sociales sont celles du quartier. Un exemple à suivre. Mais comment rattraper en quelques années un retard de plus de 80 ans? Le secrétariat d'État aux personnes âgées a prévu de transférer chaque année 5 000 à 6 000 lits d'hospice dans des petits établissements plus humains comme celui-ci. Mais est-ce que cela suffira? Des mesures quelles qu'elles soient peuvent-elles avoir une efficacité alors que le vrai problème de la vieillesse est d'abord l'indifférence? À tel point que les journées portes ouvertes, organisées pour rompre le mur de l'indifférence, auront eu lieu justement dans l'indifférence.
Deux informations ce soir à l'étranger, avec d'abord les suites du coup d'État de Grenade. Les informations demeurent toujours très fragmentaires sur la situation dans cette petite île des Caraïbes où les militaires ont pris le pouvoir mercredi dernier. Un coup d'État sanglant puisque le Premier ministre et plusieurs de ses adjoints ont été exécutés par les nouveaux maîtres de l'île. Aujourd'hui, la tension est montée d'un cran après l'envoi dans la région d'un porte-avions américain. Les États-Unis suivent en effet avec beaucoup d'inquiétude le développement de la situation dans cette île qui est située dans leur zone d'influence. L'île de Grenade, dont on se rappelle soudain l'existence, se trouve ici au large du Venezuela, un peu plus de 100 000 habitants, majoritairement des Noirs. Si brusquement les États-Unis décident de dépêcher ce porte-avions, Indépendance, vers cet îlot des Canaries, c'est officiellement pour être en mesure d'évacuer les 1100 citoyens américains qui résident à Saint-Georges, la capitale de la Grenade. Reste que l'envoi d'un tel bâtiment à bord duquel se trouvent 2000 Marines a peut-être quelque chose de surprenant s'il s'agit d'une simple mission d'évacuation. Le problème, c'est que l'on est pratiquement sans nouvelles de ce qui se passe dans cette île généralement plus connue pour la douceur de ses rivages. On a appris mercredi dernier le coup d'État provoqué par le général Austin et qui a renversé le gouvernement du Premier ministre Maurice Bishop. Selon les rares informations transmises par la radio officielle de la Grenade, le coup d'État aurait fait 17 morts, victimes des fusillades de mercredi. D'autres sources laissent à penser que plusieurs membres de l'équipe gouvernementale renversée mercredi auraient été tués et parmi eux, Maurice Bishop lui-même. Reste à éclaircir le motif de l'action du général Austin. Certaines informations laissent supposer qu'il a agi avec le soutien des Soviétiques. Pour leur part, les Cubains ont condamné le coup d'État et décrété un deuil national de 3 jours. L'ancien Premier ministre, Maurice Bishop, était très lié personnellement à Fidel Castro. La deuxième information nous vient de l'espace où les deux cosmonautes soviétiques, bloqués depuis 118 jours dans leur vaisseau spatial, ont dû pousser un soupir de soulagement. Liarov et Alexandrov ont en effet pu voir ce matin un autre vaisseau spatial s'arrimer à leur station. Ils sont maintenant sûrs de pouvoir manger et respirer puisque le nouveau venu leur apporte des vivres et de l'oxygène. Mais pas question pour l'instant de redescendre sur Terre. Patrick Esther. Depuis 118 jours, Liarov et Alexandrov n'avaient pas eu de visite et l'arrivée de Progress 18 a dû effectivement être appréciée par les deux cosmonautes soviétiques. Ce Progress, sorte de camion de livraison de la station orbitale Salyut 7, a donc apporté aux deux hommes de la nourriture, de l'oxygène, ainsi que du carburant pour les moteurs de la station. À la suite d'une fuite de gaz, la moitié des réservoirs s'était vidée. Les deux hommes vont donc pouvoir prolonger sans problème leur séjour dans l'espace. Le temps qu'en bas, à terre, les techniciens de l'organisme officiel Intercosmos leur préparent un nouveau vaisseau pour le retour. Les soviétiques assemblent quasiment à la chaîne leurs engins. Mais avec la destruction, il y a moins d'un mois d'un Soyouz au décollage, il n'est pas sûr qu'un engin soit prêt avant quelque temps. L'agence officielle soviétique TASS précise que le Progress 18 était chargé d'équipements, d'appareils et de matériaux pour les expériences scientifiques menées à bord. Mais il est probable que dans ce lot de matériel, les deux cosmonautes ont trouvé de quoi procéder aux réparations urgentes. Combien de temps les deux hommes devront-ils attendre la relève? La réponse se trouve dans ce vaste hall d'assemblage à Baïkonour. Les soviétiques affirment que 48 heures après un échec, ils peuvent lancer un nouvel engin. Seulement, depuis le dernier tir raté du 28 septembre, 24 jours se sont déjà écoulés. Alors, malgré l'arrivée de Progress 18, c'est avec une certaine impatience que les deux cosmonautes doivent attendre de voir décoller une fusée comme celle-ci, avec à bord la relève. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Auteuil dans le prix de Neuflis. Si vous avez joué le 17, le 16 et l'As, vous avez fait une très bonne affaire puisque cela vous rapporte 68 758 francs et quelques centimes pour une petite pièce de 5 francs. Dans un ordre différent, vous gagnez 7 413 francs et 50 centimes, toujours pour 5 francs. Et puis demain, il y aura un autre tiercé. Il se courra cette fois à Longchamp. Pierrette Bresse nous en dit un peu plus. Le tiercé de dimanche se jouera dans le prix Super Télé. Il s'agit d'une course à handicap qui se dispute sur 2400 mètres et qui s'adresse à des chevaux confirmés sur la distance classique. 21 chevaux et juments âgés de 3 ans et au-dessus s'aligneront au départ de cette course. Godefroy, entraîné par Emmanuel Chevalier Dufaux, en sera le favori logique. Godefroy pour 52 kilos à ce poids, est-ce que ses chances sont certaines?
Oui, je pense les mêmes que dans le prix Omnium, où il a très bien couru. Il est prêt à la même référence. 2400 mètres, c'est sa distance. Il vient de courir l'Omnium pour la première fois sur 2400 mètres. Quelles sont ses performances depuis le début de l'année? Il a gagné un petit handicap avec Saint-Martin très facilement. Et puis il a été très malheureux à Deauville, très malheureux à Cran et ensuite 3e du prix Omnium. Alors cette fois-ci dans le tiercé, où se situe sa place selon vous? Je pense qu'il sera à l'arrivée. Pour gagner? Je pense qu'il sera dans les 4 premiers. Dans ce tiercé, mes chevaux préférés seront Godefroy, le numéro 8, Monsieur Ditton, le numéro 15, Grisant, le 17, Balloa, le numéro 7, Morganella, le 13, Croissant, le numéro 11, Orgef, le numéro 18 et Jacovo, le numéro 19. 8, 15, 17, 7, 13, 11, 18, 19. J'ajoute que le sport hippique est en deuil ce soir après la mort d'André Rouer qui s'est tué hier à la suite d'une chute alors qu'il courait à Vincennes. André Rouer était un entraîneur et un driver très fameux dans le monde du trot. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta. Oui, et bien en fait tout dépend de l'anticyclone. Vous savez que quand on parle du temps, et surtout du beau temps, notre sort est intimement lié au sien. Mais je vous rassure tout de suite, notre anticyclone est de bonne volonté et surtout il est fidèle, ce qui nous laisse espérer encore pour demain une belle journée. Mais cet anticyclone bouge. Regardez la photo satellite. Il se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre. Hier, il s'était centré au nord de la France, aujourd'hui à l'est, et demain il continuera sa route en direction de la Grèce. Heureusement, cette progression se fait très lentement, ce qui retarde d'autant l'arrivée de cette dépression située sur l'Atlantique Nord. Et tout cela nous donne comme tendance sur la carte de demain, après dissipation du brouillard matinal qui sera très certainement dense sur l'Aquitaine, il fera beau partout sauf sur la Corse où les risques d'averses demeurent et quelques passages nuageux sur la Côte d'Azur. La dépression dont je vous parlais tout à l'heure arrivera en fin de soirée ou peut-être même seulement dans la nuit. Elle descendra et elle donnera de la pluie sur la Bretagne. Enfin, et c'est peut-être le fait le plus important, demain matin, il gèlera car à l'intérieur du pays, les températures sont prévues de 0 à moins 2 degrés. Il est évident que ce thermomètre remonte au fur et à mesure de la journée et dans l'après-midi, vers 15h, nous aurons une moyenne de 12 degrés sur la moitié nord, de 16 degrés sur la moitié sud. Ce qui est très peu, ces températures seront en baisse par rapport à celles d'hier. D'aujourd'hui plutôt. Demain, dimanche 23 octobre, le soleil se lèvera à 7h24, il se couchera à 17h46 et ce sera la Saint-Jean. Pas n'importe quel Jean, Jean de Capistran s'il vous plaît. Voilà, ce journal est terminé. Ce soir, c'est Hervé Claude qui vous présentera les dernières informations aux alentours de 23h30. Demain, 12h45, antenne de midi. Et je vous retrouverai avec plaisir demain soir à 20h pour une nouvelle édition de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée avec Champs-Élysées qui débute dans quelques toutes petites minutes.